Business, les dirigeants et les entrepreneurs du territoire ont la parole. Clément Lessort. Mardi 19 mai, nous sommes en direct et je reçois ce matin le fondateur et dirigeant de Direction Export, Thomas Atkinson. Bonjour. Et merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau numéro de Sun Business. Diplômé en management international après plus de 10 ans d'expérience en service export, vous mettez aujourd'hui vos compétences à la disposition des PME des Pays de la Loire pour leur déploiement à l'international. Racontez-nous. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'au bout de 10 ans d'export en sein des sociétés en poste, en salarié, je me suis rendu compte de la problématique majeure, c'est-à-dire la nécessité et ou la possibilité des entreprises de pouvoir exporter et le coût que ça représentait d'avoir quelqu'un à plein temps pour une petite PME finalement. Et il faut savoir que ce genre de coût n'est finalement rentable qu'au bout d'à peu près 2 ans d'activité. Donc c'est difficile de pouvoir payer quelqu'un pendant 2 ans avec les déplacements que ça occure et les adaptations techniques, les adaptations de communication pendant 2 ans et de pouvoir en même temps assumer ces coûts-là. Donc l'intérêt était de pouvoir offrir une solution à court, moyen ou long terme, adapté aux besoins de l'entreprise et adapté aussi à ses capacités financières. Alors, on va s'intéresser évidemment au Pays de la Loire, puisque ça nous concerne, le nombre d'entreprises exportatrices sur le territoire, comment il évolue là depuis quelques années? Il est en constante augmentation et ceci est aidé non seulement par les structures qui existent déjà, les structures telles que la Chambre de commerce, telles que Altios International, Business France, anciennement Ubi France. Donc tous ces organismes déjà étatiques, on va dire, ont la possibilité d'aider ces entreprises. Et il y a aussi énormément de soutien de la part de la région Pays de Loire, en fait, qui permet pas mal de subventions pour aider justement ces petites entreprises à exporter et à prendre un minimum de risques pour obtenir un maximum de résultats. Mais traditionnellement, ce sont quoi les freins à l'exportation, au développement à l'international des PME et des ETI, des petites et moyennes entreprises, des entreprises de taille intermédiaire? Alors ce qu'on va trouver en premier lieu, ce sera quasiment systématiquement la langue. Je parle pas anglais, je parle pas allemand, je parle pas la langue étrangère du pays de destination, donc je vais rien comprendre, donc je n'y vais pas. C'est la première ligne, on va dire, sur un CV que les entreprises exportatrices recherchent, c'est quelqu'un qui va être capable de comprendre et de faire passer un message dans la langue du pays cible. La deuxième, ça va être, oui, mais l'export, ça coûte cher. Donc, évidemment, le coût, justement, de la personne employée, le coût de prospection, les coûts d'adaptation de documents, les coûts d'adaptation technique. Donc, la langue et le coût vont être les premiers freins à l'exportation. Et du coup, mon type de structure est justement là pour répondre à ces problématiques-là, c'est-à-dire que j'offre quelque chose à moindre coût, d'opérationnel, et forcément adapté aux besoins. Ça veut dire que l'idée, c'est qu'on puisse me contacter pour quelque chose de très ciblé, par exemple un salon à l'étranger qui a déjà été détecté, sur lequel ils veulent exposer, on va venir me voir pour participer 3-4 jours au salon et terminer. Ou alors continuer sur le moyen terme et faire les relances clients, ou alors encore sur le long terme et faire m'occuper vraiment directement de l'export et d'externaliser complètement le service export. Alors on va revenir effectivement aux détails de votre accompagnement et de vos offres. Dans quel pays vous emmenez vos clients aujourd'hui? Elles sont où les zones de croissance à fort potentiel? On avait évidemment on parle depuis longtemps de la zone Asie, de la zone Amérique latine. Comment ça se passe aujourd'hui? Comment ça évolue tout ça? Alors curieusement, et j'ai vu un article là-dessus il n'y a pas longtemps, on revient un peu de l'Asie, justement, je crois que c'est la microcar ou une voiturette qui avait délocalisé en Chine et qui revient produire en Pays de Loire. Si j'ai envie de dire pour démarrer ça, c'est qu'il y a un premier frein à l'export français, c'est la frilosité des dirigeants à se lancer à l'export. Donc ils vont vouloir être rassurés en allant sur des pays à pouvoir d'achat similaire, à habitude de consommation similaire. Donc on va être tout de suite orienté vers des pays Allemagne, Angleterre, voilà, des pays proches, des pays accessibles, des pays à pouvoir d'achat similaire, qui vont rassurer finalement l'entreprise exportatrice. Et pour autant, c'est pas forcément les pays les plus simples à aborder, parce que justement, il y a une offre très vaste, enfin selon les produits, et la vraie valeur ajoutée des entreprises françaises dans ce secteur-là, ça va être la capacité d'innover et de s'adapter systématiquement aux demandes. Mais ça commence déjà par déterminer avec vous et définir les coûts d'approche de ces marchés étrangers. Tout à fait. Alors
Il peut y avoir des entreprises qui ont déjà eu des demandes entrantes parce que le produit a été connu, a été vu, etc. Auquel cas, le pays cible se découvre tout seul. Donc, on va un peu éclairer sur le marché, voir un petit peu les concurrents présents, voir un petit peu ce qui se pratique. Mais en général, la demande entrante fait que tout de suite, on va cibler ce marché-là. Autrement, effectivement, il va falloir sonder un peu plus large, voir un petit peu ce qui se fait ailleurs pour pouvoir déterminer une cible prioritaire. Donc, c'est pas toujours simple de pouvoir le choisir et il faut pas avoir peur d'aller éclairer un marché et de revenir en se disant non, c'est pas là que je dois aller, il faut que j'aille ailleurs, peut-être plus loin, peut-être plus près. Alors une fois qu'on a choisi son territoire, c'est la maîtrise des circuits de distribution sur le local. Comment est-ce que ça fonctionne, ça ? Comment est-ce qu'on les appréhende ? Alors, on va d'abord se baser un petit peu sur ce qui est déjà fait en produits concurrents ou produits complémentaires. Et ensuite, ça va dépendre forcément des capacités financières de l'entreprise à pouvoir gérer tel ou tel type de circuit de distribution. On va avoir des circuits de distribution directs où voilà, on va tout simplement prendre un agent sur place qui va vendre les produits, prendre une marge et puis terminer. Le problème, ça va être le manque de maîtrise totale du discours qui est apporté sur le produit. Je suis assez fervent de la démarche distributive, c'est-à-dire vraiment de trouver un partenaire distributeur avec lequel on va pouvoir séparer et la partie accompagnement, c'est-à-dire le soutenir dans le développement marketing et commercial, et alors que lui va vraiment s'occuper de toute la partie négociation commerciale, service après-vente, installation si besoin, etc. Comment on s'adapte à une autre culture ? Comment est-ce qu'on comprend les caractéristiques d'un nouveau marché sur lequel on arrive ? Alors c'est une vraie question aujourd'hui, et de plus en plus d'ailleurs d'organismes de formation linguistique proposent des formations interculturelles. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va tout près en Allemagne ou en Angleterre que les fonctionnements, les méthodes vont être les mêmes. On va avoir en Allemagne quelque chose de très carré, de très ciblé. On va se dire c'est difficile, il faut suivre les règles, etc. Effectivement, il va falloir un peu de temps pour s'y adapter, pour convaincre le client. Cependant, une fois que ce client-là est convaincu, c'est-à-dire qu'on rentre dans son carcan d'exigence, et auquel cas, ça va dérouler très vite. En Angleterre, ça va être un peu différent. On va très vite avoir de l'intérêt, mais en revanche, avant que les produits fassent leur place et on va avoir une démarche beaucoup plus attentiste. Donc c'est là où la difficulté se fait. On va dire on travaille beaucoup sur l'Allemagne et finalement le retour est très tardif, et le retour est très rapide en Angleterre, mais il va falloir attendre beaucoup avant de pouvoir travailler. L'environnement juridique et fiscal, comment est-ce qu'on l'appréhende ? Alors on sait qu'au niveau de la zone euro, c'est plutôt et plus ou moins uniformisé, quoique avec l'Angleterre c'est assez différent et historiquement assez différent. Comment est-ce qu'on l'appréhende, ça, cet environnement juridique et fiscal ? C'est vrai qu'en zone euro, on a cet avantage de pouvoir travailler avec la même monnaie, on travaille effectivement hors taxe, donc c'est très très simple finalement. Plus qu'une matière fiscale, on va parler de moyens de paiement, quoi. Voilà, à demander des encours financiers, des paiements en avance, voilà, des choses comme ça pour se rassurer. Avec l'Angleterre aujourd'hui, c'est sûr qu'avec le taux de l'euro aujourd'hui, c'est très intéressant pour les Anglais d'acheter de l'euro, quoi. Donc effectivement, la clientèle britannique aujourd'hui, plutôt que de prendre deux ou trois lots comme ils le feraient à l'accoutumée, vont en prendre 4 ou 5 parce qu'ils savent très bien que ça va passer et vont pouvoir déjà se faire une marge substantielle rien qu'en achetant de l'euro, quoi. Thomas Atkinson, dans quel secteur d'activité vous travaillez aujourd'hui, vous intervenez le plus souvent ? Il ressemble à quoi vos clients ? Alors mes clients, ça reste des petites PME, on va dire avec un maximum de 10-15 salariés aujourd'hui, qui vont avoir un maximum de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et ça va être des secteurs d'activité très vastes. J'essaye surtout de ne pas me figer dans un secteur d'activité, parce que l'intérêt est de pouvoir apporter mon expérience à l'export et de faire une opération de synergie avec les compétences qu'ils ont déjà en entreprise. Je ne vais pas leur apprendre leur métier, ils ne vont pas m'apprendre le mien. Le but du jeu, c'est de prendre le meilleur des deux parties et de faire quelque chose. Donc on va avoir des entreprises dans les écomatériaux de construction, des produits de construction à base d'argile en Vendée, des biomatériaux isolation, on va avoir des entreprises qui travaillent dans l'agencement de magasins, des entreprises dans le nautisme un petit peu également, dans la tribune sportive également. Ça reste très très vaste. On voit des demandes et de l'intérêt sur des produits cosmétiques. C'est vraiment très très riche, et le bassin des Pays de Loire est très très riche aussi pour pousser la région. Alors très concrètement, vous les emmenez où, ces entreprises, aujourd'hui? Dans quel pays, sur quelle zone? Alors aujourd'hui, comme je l'expliquais tout à l'heure, le dirigeant français a
plutôt tendance à aller près de chez lui au départ, lorsqu'il n'est pas habitué. Donc on est vraiment sur des démarches sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, ce qui est intéressant parce qu'on peut mutualiser du déplacement. Mais on commence, avec les succès qui se font sur ces pays-là, on a tendance maintenant à regarder ce qui se fait ailleurs, à un peu plus faire attention aux demandes entrantes, à ce qui se passe. Donc on va regarder le Maroc, on va regarder les pays scandinaves, on va regarder un petit peu la Pologne aussi, les pays de l'Est, les pays émergents de l'Est, les pays baltes. Mais vous les encouragez, vous poussez à être audacieux, à être courageux et à aller plus loin ? Tout à fait, parce que l'export, c'est avant tout un marché d'opportunités. On a des clients finalement qui sont demandeurs de choses nouvelles, qui sont demandeurs d'innovation, et le bassin des Pays de Loire est très riche d'innovation. Donc on a une clientèle qui attend les produits que nous on a déjà. Donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Il y a énormément de choses à faire, et il faut saisir ces opportunités-là pour pouvoir après se permettre d'établir des stratégies au long terme sur l'export. Sur la question des taux de change, les prix des transactions sont souvent fixés à l'avance. Il y a quand même un risque de perte provoqué par la dépréciation de la monnaie du pays importateur ? Alors tout à fait, il faut se prémunir de ça. Alors les différents moyens de paiement existent pour se couvrir de ces risques-là. Maintenant sur les zones, on va dire, où moi je vais travailler, on reste en zone euro, ou alors on va imposer un achat à l'euro, ce qui fait que mon client et donc le fabricant va avoir une certaine sécurité sur ce risque-là. La chute de l'euro, 24% par rapport au dollar, oui effectivement 25%, elle est bénéfique aux exportations françaises aujourd'hui ? Elle est très bénéfique, oui, tout à fait. Comme je dis, les devises étrangères ont tout intérêt aujourd'hui à acheter de l'euro, notamment la livre sterling aujourd'hui, et on le sent directement finalement dans les demandes entrantes des pays étrangers. Quand vous regardez là ce qui fonctionne pour les PME, les ETI françaises, aujourd'hui sur les marchés étrangers, c'est l'innovation ou le positionnement sur des marchés de niche. Elles sont condamnées à innover, les entreprises françaises, pour réussir et s'imposer sur des marchés à l'international ou dans la zone euro ? Elles ne sont pas condamnées à innover parce que même sur des produits, on va dire, concurrentiels, il y a un certain savoir-faire qui est reconnu, un savoir-faire français qui est reconnu. Maintenant, c'est sûr que de pouvoir innover est une vraie richesse, est un vrai plus. Apporter un produit déjà existant sur un marché déjà saturé, forcément, on va se battre beaucoup pour des marges moindres. Donc, l'intérêt est-il vraiment là, quoi ? Alors qu'apporter un produit nouveau, demandé et attendu, forcément, on va avoir la même quantité de travail finalement pour des marges bien supérieures. Non, mais on connaît les écarts de performance en termes de balance commerciale, par exemple entre la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, c'est quoi les points forts des PME, des ETI françaises ? Les vrais points forts, ça va être l'adaptabilité des Français. Ils sont très frileux, ils vont avoir peur de changer, mais une fois qu'ils en ont vu l'intérêt, ils sont capables de modifier les choses pour pouvoir répondre à une demande différente de leurs habitudes. On peut voir des entreprises qui ont fonctionné depuis 30 ans de la même manière, qui ont envoyé les mêmes produits, qui ont envoyé les mêmes choses pendant 30 ans dans les marchés locaux, et qui sont tout à fait capables de modifier leur capacité de production, modifier leurs produits pour répondre à une problématique sur laquelle ils voient un intérêt. Direction export, Thomas Atkinson, accompagnement donc et conseil au développement à l'international pour les PME. Dernière question puisqu'on arrive déjà au bout. Pourquoi avoir choisi Nantes ? C'est un parcours personnel, vous me l'avez dit, mais il y a d'autres raisons. Tout à fait. Alors un parcours personnel parce que je suis angevin à la base, donc je suis venu pour des raisons personnelles sur Nantes, et depuis 5 ans que je suis sur Nantes, je me rends compte qu'il y a vraiment une richesse et une diversité d'entreprises sur ce secteur-là, de l'accompagnement des instances régionales pour aider les entreprises exportatrices, et ça fait deux bonnes raisons maintenant de pouvoir s'y installer. Merci en tout cas pour votre visite. On va suivre l'aventure de Direction Export. Vous reviendrez bien entendu sur Sun Business. Vous pouvez retrouver cette émission sur les réseaux sociaux, sur le sonunique.com et sur l'application MySun. À propos de MySun Business, comme chaque semaine, vous avez choisi un certain nombre de titres et on va commencer par Superbuzz, si je ne me trompe pas. Je parle sous vos contrôles, messieurs. La semaine prochaine, je recevrai Nathalie Degnaud-Millon. Elle est présidente de l'association Plein Centre. Excellente semaine à tous les auditeurs de Sun. Bye.